Arménie, le palais du roi. Ici, ça sent la viande rôtie, le vin de grand cru et les parfums lourds. Deux rois, le roi d'Arménie et le roi des Parthes, célèbrent le mariage de leurs héritiers. Ils se qualifient de gens civilisés, ils parlent grec, ils vont au théâtre. Sur scène, un acteur récite un monologue tiré des Bacchantes d'Euripide. Selon l'intrigue, une femme en proie à la folie doit tenir dans ses mains la tête d'un lion. Mais aujourd'hui, l'accessoire est très particulier. L'acteur s'avance vers la rampe et jette aux pieds du roi un objet réel, lourd et ensanglanté. Il heurte le tapis avec un bruit sourd et humide. La salle se fige dans le silence. À la lumière des torches, des yeux vitreux brillent. C'est la tête de Marcus Licinius Crassus, l'homme qui, il y a encore un mois, pouvait s'acheter n'importe quelle armée du monde. L'homme le plus riche de l'histoire de Rome. Comment ce génie de la finance, propriétaire de la moitié de la ville éternelle, s'est-il retrouvé ici, comme un horrible trophée dans une fête étrangère? Nous descendons en enfer. Arménie, le palais du roi. Ici, ça sent la viande rôtie, le vin de grand cru et les parfums lourds. Deux rois, le roi d'Arménie et le roi des Parthes, célèbrent le mariage de leurs héritiers. Ils se qualifient de gens civilisés, ils parlent grec, ils vont au théâtre. Sur scène, un acteur récite un monologue tiré des Bacchantes d'Euripide. Selon l'intrigue, une femme en proie à la folie doit tenir dans ses mains la tête d'un lion. Mais aujourd'hui, l'accessoire est très particulier. L'acteur s'avance vers la rampe et jette aux pieds du roi un objet réel, lourd et ensanglanté. Il heurte le tapis avec un bruit sourd et humide. La salle se fige dans le silence. À la lumière des torches, des yeux vitreux brillent. C'est la tête de Marcus Licinius Crassus, l'homme qui, il y a encore un mois, pouvait s'acheter n'importe quelle armée du monde. L'homme le plus riche de l'histoire de Rome. Comment ce génie de la finance, propriétaire de la moitié de la ville éternelle, s'est-il retrouvé ici, comme un horrible trophée dans une fête étrangère? Nous descendons en enfer. Pour comprendre pourquoi cet homme a couru à sa perte, oubliez les manuels scolaires. N'imaginez pas un général dans une armure étincelante, mais un prédateur absolu du capital. Marc Crassus était l'inventeur d'un schéma qui glacerait le sang même aux hommes d'affaires d'aujourd'hui. La Rome de cette époque était une fourmilière en bois. La promiscuité, l'huile, le feu ouvert. Une seule étincelle et le quartier se transformait en brasier infernal. Crassus possédait une armée personnelle, 500 esclaves architectes et maçons, une brigade de pompiers. Quand une maison prenait feu, ils arrivaient sur les lieux instantanément. Ils formaient une chaîne avec des seaux, des haches et des échelles. Mais ils n'éteignaient pas, ils attendaient. Imaginez cette scène. Le propriétaire de la maison s'arrache les cheveux en regardant le feu dévorer sa vie. Et Crassus, calme et souriant, s'approche de lui. « Ta maison est condamnée, dit-il, mais j'achète ses ruines tout de suite, pour 1/10 du prix. » Ce n'était pas du chantage, c'était une spéculation géniale sur la panique. Crassus achetait de l'espoir. Si le propriétaire refusait, il perdait tout. S'il acceptait, il recevait une somme dérisoire, mais sauvait au moins quelque chose. Et dès que le marché était signé, les esclaves se jetaient instantanément dans le feu. Ils ne sauvaient plus le bien d'autrui, ils sauvaient le nouvel actif de leur maître. Voilà qui menait l'armée vers l'Orient. Un homme pour qui la catastrophe d'autrui était simplement le moment idéal pour un investissement. Pour comprendre pourquoi cet homme a couru à sa perte, oubliez les manuels scolaires. N'imaginez pas un général dans une armure étincelante, mais un prédateur absolu du capital. Marc Crassus était l'inventeur d'un schéma qui glacerait le sang même aux hommes d'affaires d'aujourd'hui. La Rome de cette époque était une fourmilière en bois. La promiscuité, l'huile, le feu ouvert, une seule étincelle et le quartier se transformait en brasier infernal. Crassus possédait une armée personnelle, 500 esclaves architectes et maçons, une brigade de pompiers. Quand une maison prenait feu, ils arrivaient sur les lieux instantanément. Ils formaient une chaîne avec des seaux, des haches et des échelles. Mais ils n'éteignaient pas, ils attendaient. Imaginez cette scène, le propriétaire de la maison s'arrache les cheveux en regardant le feu dévorer sa vie. Et Crassus, calme et souriant, s'approche de lui. « Ta maison est condamnée, dit-il, mais j'achète ses ruines tout de suite, pour 1/10 du prix. » Ce n'était pas du chantage, c'était une spéculation géniale sur la panique. Crassus achetait de l'espoir. Si le propriétaire refusait, il perdait tout.
S'il acceptait, il recevait une somme dérisoire, mais sauvait au moins quelque chose. Et dès que le marché était signé, les esclaves se jetaient instantanément dans le feu. Ils ne sauvaient plus le bien d'autrui, ils sauvaient le nouvel actif de leur maître. Voilà qui menait l'armée vers l'Orient, un homme pour qui la catastrophe d'autrui était simplement le moment idéal pour un investissement. Mais le maître de Rome avait une faiblesse, son ego. Il faisait partie du triumvirat. Les deux autres, Pompée le Grand et Jules César, étaient des héros de guerre, les idoles des légions. Et qui est Crassus, aux yeux du peuple, juste un sac d'argent. Il avait besoin de son propre triomphe. Il lui fallait une guerre qui éclipserait tout le monde. Il a regardé la carte et a pointé son doigt sur la partie. Il n'y voyait pas une menace, il voyait les caravanes infinies de la route de la soie. Pour lui, ce n'était pas une opération militaire, c'était une opéa hostile massive sur tout un empire. Mais le maître de Rome avait une faiblesse, son ego. Il faisait partie du triumvirat. Les deux autres, Pompée le Grand et Jules César, étaient des héros de guerre, les idoles des légions. Et qui est Crassus, aux yeux du peuple, juste un sac d'argent. Il avait besoin de son propre triomphe. Il lui fallait une guerre qui éclipserait tout le monde. Il a regardé la carte et a pointé son doigt sur la partie. Il n'y voyait pas une menace, il voyait les caravanes infinies de la route de la soie. Pour lui, ce n'était pas une opération militaire, c'était une opéa hostile massive sur tout un empire. Cette guerre a commencé par un crime contre les lois des dieux et des hommes. La partie avait une alliance ancienne avec Rome, scellée par des serments dès l'époque de Sylla et de Pompée. Mais pour Crassus, les traités anciens et la parole sacrée des ambassadeurs n'étaient que du vent quand de l'or était en jeu. Cependant, Rome n'a pas pardonné. Quand les légions sortaient de la ville par la porte Capène, elles n'ont pas été accueillies par un peuple en liesse, mais par la silhouette solitaire du tribun de la plèbe, Athéus. Il a installé un brasero portatif directement sur la route. Il a jeté sur les charbons des encens étranges et âcres. Une fumée épaisse et suffocante s'est élevée dans les airs. Quand Crassus passait devant lui, le tribun a commencé à hurler des malédictions terribles et anciennes, prenant à témoin les démons souterrains. Le soldat romain n'est pas un philosophe, c'est un paysan superstitieux avec une épée. Il croit aux présages plus qu'aux ordres de son commandant. Et voilà qu'en partant au bout du monde, ils entendent qu'on les maudit sur le seuil de leur propre maison. La puanteur de ce brasero les a poursuivis sur des milliers de kilomètres. Les soldats échangeaient des regards près des feux de camp. Nous n'allons pas vaincre, nous allons nourrir les morts. Mais la première année de guerre a endormi la vigilance de Crassus. Comme un dealer expérimenté, le destin lui a donné la première dose gratuitement. Il a facilement envahi la Mésopotamie, pillé des temples et s'est arrêté. C'est ici que s'est révélée la nature de l'homme d'affaires et non du guerrier. Au lieu d'achever l'ennemi tant qu'il était paniqué, Crassus est retourné passer l'hiver dans le confort de la Syrie. Il a passé une année entière à recompter les trésors dans les temples de Jérusalem et à remplir ses coffres. Il se comportait comme si la partie était déjà achetée. C'était une erreur fatale. Pendant que Crassus équilibrait ses comptes, les Parthes préparaient un piège. Cette guerre a commencé par un crime contre les lois des dieux et des hommes. La partie avait une alliance ancienne avec Rome, scellée par des serments dès l'époque de Sylla et de Pompée. Mais pour Crassus, les traités anciens et la parole sacrée des ambassadeurs n'étaient que du vent quand de l'or était en jeu. Cependant, Rome n'a pas pardonné. Quand les légions sortaient de la ville par la porte Capène, elles n'ont pas été accueillies par un peuple en liesse, mais par la silhouette solitaire du tribune de la plèbe, Athéus. Il a installé un brasero portatif directement sur la route. Il a jeté sur les charbons des encens étranges et âcres. Une fumée épaisse et suffocante s'est élevée dans les airs. Quand Crassus passait devant lui, le tribune a commencé à hurler des malédictions terribles et anciennes, prenant à témoin les démons souterrains. Le soldat romain n'est pas un philosophe, c'est un paysan superstitieux avec une épée. Il croit aux présages plus qu'aux ordres de son commandant. Et voilà qu'en partant au bout du monde, ils entendent qu'on les maudit sur le seuil de leur propre maison. La puanteur de ce brasero les a poursuivis sur des milliers de kilomètres. Les soldats échangeaient des regards près des feux de camp. Nous n'allons pas vaincre, nous allons nourrir les morts. Mais la première année de guerre a endormi la vigilance de Crassus. Comme un dealer expérimenté, le destin lui a donné la première dose gratuitement. Il a facilement envahi la Mésopotamie, pillé des temples et s'est arrêté. C'est ici que s'est révélée la nature de l'homme d'affaires et non du guerrier. Au lieu d'achever l'ennemi tant qu'il était paniqué, Crassus est retourné passer l'hiver dans le confort de la Syrie. Il a passé une année entière à recompter les trésors dans les temples de Jérusalem et à remplir ses coffres. Il se comportait comme si la partie était déjà achetée. C'était une erreur fatale. Pendant que Crassus équilibrait ses comptes, les Parthes préparaient un piège.
Printemps de l'an 53 avant notre ère. Crassus se tient à un carrefour qui décidera de tout. Le roi arménien Artavasde entre dans sa tente. Un allié. Il pose une carte sur la table et supplie. Passe par l'Arménie, passe par les montagnes. La logique est implacable. Dans les gorges étroites des montagnes, la cavalerie meurtrière des Parthes est inutile. Là-bas, il y a de l'eau, il y a de la nourriture, et l'infanterie romaine se sentira comme dans une forteresse. Le roi crie presque. Je te donnerai 10 000 cavaliers, je nourrirai ton armée, mais ne descends pas dans la plaine. Crassus hésite. Mais c'est alors qu'entre en jeu un deuxième personnage, le chef arabe Abgar. Dans certaines chroniques, on l'appelle Ariamnès. Il a l'air d'un ami de Rome, mais son âme est vendue aux Parthes depuis longtemps. Abgar est un agent d'influence parfait. Il sait ce dont le vieux spéculateur a besoin. Abgar joue une comédie digne d'un Oscar. Crassus, pourquoi écoutes-tu ces lâches? Les Parthes sont paniqués. Ils chargent déjà leurs trésors sur des chameaux et fuient vers les profondeurs de l'Asie. Si nous passons par les montagnes, nous perdrons du temps. Nous laisserons échapper le butin. Il faut couper le chemin, droit à travers la steppe, pour leur barrer la route. C'était une arnaque classique, comme un escroc qui presse sa victime de signer un contrat. Abgar vendait à Crassus l'illusion d'un ennemi en fuite avec les poches pleines d'or. Dans la tête de Crassus, la calculatrice a cliqué. L'avidité a vaincu la peur. Il a grossièrement rejeté l'aide du roi arménien. L'armée romaine a quitté les rives de l'Euphrate, sa seule artère de vie. 7 légions, 4000 cavaliers et le convoi ont fait un pas dans le vide infini, brûlé par le soleil. Printemps de l'an 53 avant notre ère. Crassus se tient à un carrefour qui décidera de tout. Le roi arménien Artavasde entre dans sa tente. Un allié. Il pose une carte sur la table et supplie. Passe par l'Arménie, passe par les montagnes. La logique est implacable. Dans les gorges étroites des montagnes, la cavalerie meurtrière des Parthes est inutile. Là-bas, il y a de l'eau, il y a de la nourriture, et l'infanterie romaine se sentira comme dans une forteresse. Le roi crie presque. Je te donnerai 10 000 cavaliers, je nourrirai ton armée, mais ne descends pas dans la plaine. Crassus hésite. Mais c'est alors qu'entre en jeu un deuxième personnage, le chef arabe Abgar. Dans certaines chroniques, on l'appelle Ariamnès. Il a l'air d'un ami de Rome, mais son âme est vendue aux Parthes depuis longtemps. Abgar est un agent d'influence parfait. Il sait ce dont le vieux spéculateur a besoin. Abgar joue du comédie digne d'un Oscar. Crassus, pourquoi écoutes-tu ces lâches? Les Parthes sont paniqués, ils chargent déjà leurs trésors sur des chameaux et fuient vers les profondeurs de l'Asie. Si nous passons par les montagnes, nous perdrons du temps, nous laisserons échapper le butin. Il faut couper le chemin, droit à travers la steppe, pour leur barrer la route. C'était une arnaque classique, comme un escroc qui presse sa victime de signer un contrat. Abgar vendait à Crassus l'illusion d'un ennemi en fuite avec les poches pleines d'or. Dans la tête de Crassus, la calculatrice a cliqué. L'avidité a vaincu la peur. Il a grossièrement rejeté l'aide du roi arménien. L'armée romaine a quitté les rives de l'Euphrate, sa seule artère de vie. 7 légions, 4000 cavaliers et le convoi ont fait un pas dans le vide infini, brûlé par le soleil. Le désert, ce n'est pas juste du sable, c'est un four. Imaginez, 40 degrés à l'ombre, une ombre qui n'existe pas. Sur chaque légionnaire, 40 kilos d'équipement. Le casque brûlant fait cuire le cerveau comme un œuf dur. Il n'y a pas d'eau. Abgar les menait par les sentiers les plus effrayants. Sous les pieds, un sable mouvant. Dans l'air, une poussière qui obstrue les poumons. Au début, il galopait à côté, encourageant. « Encore un peu, les gars. Bientôt, on rattrape ces lâches. » Et puis le guide disparut. Il a dit qu'il allait vérifier la route et s'est dissous dans la brume tremblante de l'horizon. Plus personne ne l'a revu. À sa place, les éclaireurs romains sont arrivés au galop. Les rares qui ont survécu. Leurs yeux étaient pleins de terreur. « L'ennemi ne fuit pas !» râlait-il en tombant de leurs chevaux épuisés. « Ils marchent sur nous, ils sont des milliers et ils sont bien décidés à tuer. » À cet instant, le masque du maître de la vie, sûr de lui, a glissé du visage de Crassus. En dessous, il n'y avait qu'un vieillard désemparé. Il a commencé à s'agiter. « Ordre, en ligne !» 1 minute plus tard, « Annulé, en carré !» Les légions se sont repliées en un gigantesque carré creux. 12 cohortes de chaque côté, des murs de boucliers et de lances. À l'intérieur, le convoi, les serviteurs et Crassus lui-même. Ils se sont figés. Le silence du désert est devenu insupportable. On entendait seulement le vent siffler dans les oreilles et le sang battre dans les tempes. Ils attendaient des hurlements, ils attendaient une horde sauvage de barbares. Mais à l'horizon, des silhouettes ont commencé à apparaître, lentement, silencieusement, comme des bourreaux partant au travail. Le désert, ce n'est pas juste du sable, c'est un four. Imaginez, 40 degrés à l'ombre, une ombre qui n'existe pas. Sur chaque légionnaire, 40 kilos d'équipement. Le casque brûlant fait cuire le cerveau comme un œuf dur. Il n'y a pas d'eau.
Abgar les menait par les sentiers les plus effrayants. Sous les pieds, un sable mouvant. Dans l'air, une poussière qui obstruit les poumons. Au début, il galopait à côté, encourageant. « Encore un peu, les gars, bientôt on rattrape ces lâches. » Et puis, le guide a disparu. Il a dit qu'il allait vérifier la route et s'est dissous dans la brume tremblante de l'horizon. Plus personne ne l'a revu. À sa place, les éclaireurs romains sont arrivés au galop. Les rares qui ont survécu. Leurs yeux étaient pleins de terreur. « L'ennemi ne fuit pas », râlait-il en tombant de leurs chevaux épuisés. « Ils marchent sur nous, ils sont des milliers et ils sont bien décidés à tuer. » À cet instant, le masque du maître de la vie, sûr de lui, a glissé du visage de Crassus. En dessous, il n'y avait qu'un vieillard désemparé. Il a commencé à s'agiter. Ordre, en ligne. 1 minute plus tard, annulé, en carré. Les négions se sont repliés en un gigantesque carré creux, 12 cohortes de chaque côté, des murs de boucliers et de lances. À l'intérieur, le convoi, les serviteurs et Crassus lui-même. Ils se sont figés. Le silence du désert est devenu insupportable. On entendait seulement le vent siffler dans les oreilles et le sang battre dans les tempes. Ils attendaient des hurlements. Ils attendaient une horde sauvage de barbares. Mais à l'horizon, des silhouettes ont commencé à apparaître, lentement, silencieusement, comme des bourreaux partant au travail. Les Romains n'ont pas compris ce qu'ils affrontaient. Contre 40 000 Romains, il n'y avait que 10 000 Parthes. N'importe quel bookmaker aurait parié sur Rome. Mais cette armée était commandée par un génie, Surena, un jeune aristocrate qui a amené sur le champ de bataille les technologies du futur. Le cauchemar n'a pas commencé par une attaque, il a commencé par un son. Surena a fait un signe de la main et le désert a hurlé. Les Parthes ont dégainé leurs tambours, d'énormes instruments recouverts de cuir brut, garnis de grêlons en bronze. Ce n'était pas une marche militaire, c'était un chaos sonore. Une basse fréquence, vibrante, pénétrait jusque dans la cage thoracique, provoquant nausées et panique. Les chevaux romains ont commencé à devenir fous. Les vétérans qui avaient fait la guerre des Gaules ont blêmi. Et puis le ciel s'est éteint. La première salve des archers parthes ne ressemblait pas à une pluie, elle ressemblait à un coup de masse. Les Romains ont fait ce qu'on leur apprenait depuis des siècles. Ils se sont mis en tourtus, en serrant les boucliers. D'habitude, les flèches des darbares se plantent dans le bois et tu attends simplement que ces idiots n'aient plus de munitions. Mais ici, la physique fonctionnait différemment. Les Parthes utilisaient des arcs composites, une construction complexe de cornes, de bois et de tendons, tendus avec une force inhumaine. Les lourdes flèches perforantes ne restaient pas plantées, elles traversaient les boucliers de part en part, infligeant de graves blessures aux combattants. Les Romains n'ont pas compris ce qu'ils affrontaient. Contre 40 000 Romains, il n'y avait que 10 000 Parthes. N'importe quel bookmaker aurait parié sur Rome. Mais cette armée était commandée par un génie, Surena, un jeune aristocrate qui a amené sur le champ de bataille les technologies du futur. Le cauchemar n'a pas commencé par une attaque, il a commencé par un son. Surena a fait un signe de la main et le désert a hurlé. Les Parthes ont dégainé leurs tambours, d'énormes instruments recouverts de cuir brut garnis de grêlons en bronze. Ce n'était pas une marche militaire, c'était un chaos sonore. Une basse fréquence vibrante pénétrait jusque dans la cage thoracique, provoquant nausées et panique. Les chevaux romains ont commencé à devenir fous. Les vétérans qui avaient fait la guerre des Gaules ont blêmi. Et puis, le ciel s'est éteint. La première salve des archers parthes ne ressemblait pas à une pluie, elle ressemblait à un coup de masse. Les Romains ont fait ce qu'on leur apprenait depuis des siècles, ils se sont mis en tortue en serrant les boucliers. D'habitude, les flèches des barbares se plantent dans le bois et tu attends simplement que ces idiots n'aient plus de munitions. Mais ici, la physique fonctionnait différemment. Les Parthes utilisaient des arcs composites, une construction complexe de cornes, de bois et de tendons tendus avec une force inhumaine. Les lourdes flèches perforantes ne restaient pas plantées. Elles traversaient les boucliers de part en part, infligeant de graves blessures aux combattants. Les flèches tombaient d'en haut, transperçant les pieds et clouant les jambes au sable. Les légionnaires se tenaient à l'intérieur de la formation, écoutant les cris de leurs camarades et ne pensaient qu'à une chose. Ils n'auront bientôt plus de flèches, il n'y en a que 30 dans un carquois. Encore 5 minutes. Et c'est là qu'ils ont vu ce qui a tué leur espoir. Derrière le dos des tireurs, dans des nuages de poussière, bougeaient des milliers de chameaux. Ils étaient chargés de ballots, d'énormes ballots remplis de flèches. C'était une chaîne de montage. Le cavalier parthe vidait son carquois, faisait faire demi-tour à son cheval, galopait vers le ravitailleur, rechargeait son stock en quelques secondes et revenait tuer.
Dans les yeux des légionnaires, on lisait la prise de conscience. Ça ne finira jamais. Les flèches tombaient d'en haut, transperçant les pieds et clouant les jambes au sable. Les légionnaires se tenaient à l'intérieur de la formation, écoutant les cris de leurs camarades et ne pensaient qu'à une chose. Ils n'auront bientôt plus de flèches. Il n'y en a que 30 dans un carquois. Encore 5 minutes. Et c'est là qu'ils ont vu ce qui a tué leur espoir. Derrière le dos des tireurs, dans des nuages de poussière, bougeaient des milliers de chameaux. Ils étaient chargés de ballots, d'énormes ballots remplis de flèches. C'était une chaîne de montage. Le cavalier Parthe vidait son carquois, faisait faire demi-tour à son cheval, galopait vers le ravitailleur, rechargeait son stock en quelques secondes et revenait tuer. Dans les yeux des légionnaires, on lisait la prise de conscience. Ça ne finira jamais. La formation se transformait en hachoir, les morts restaient debout, coincés par les épaules des vivants. Crassus comprenait. S'ils restaient simplement là, le soir venu, il ne resterait ici qu'une montagne de cadavres avec des aiguilles dans le dos. Il fallait forcer l'ennemi au corps à corps. Il cherche du regard son fils, Publius, le darçon en or, le favori de César. « Prends les Gaulois !» crie Crassus. « Attaque, repousse-les à tout prix !» Publius mène à l'attaque 1000 cavaliers gaulois d'élite. C'étaient les meilleurs guerriers d'Europe, féroces, dans des casques brillants. La terre a tremblé. Et un miracle s'est produit. Les Parthes ont fui. La cavalerie légère de l'ennemi s'est dispersée. Publius, ivre de succès, a lancé ses hommes à la poursuite, plus loin, dans la steppe, loin de son père mourant. Il pensait qu'il gagnait. Mais dès qu'ils ont disparu dans la poussière, le piège s'est refermé. La fuite a cessé instantanément. Les Parthes ont fait volte-face, et devant les Gaulois s'est dressé un mur, les cataphractaires, les chars d'assaut de l'Antiquité. Des chevaux caparaçonnés d'écailles jusqu'aux sabots, des cavaliers dans des armures si lourdes qu'on ne voyait même pas leurs yeux. Les Gaulois, avec leurs épées légères, se sont fracassés contre ce monolithe d'acier. C'était une scène d'héroïsme épique et d'impuissance. Les Gaulois sautaient de leurs chevaux, plongeaient sous le ventre des montures parthes, leur ouvrant les entrailles avec des couteaux. La formation se transformait en hachoir. Les morts restaient debout, coincés par les épaules des vivants. Crassus comprenait. S'ils restaient simplement là, le soir venu, il ne resterait ici qu'une montagne de cadavres, avec des aiguilles dans le dos. Il fallait forcer l'ennemi au corps à corps. Il cherche du regard son fils, Publius, le garçon en or, le favori de César. « Prends les Gaulois !» crie Crassus. « Attaque, repousse-les à tout prix. » Publius mène à l'attaque 1000 cavaliers gaulois d'élite. C'étaient les meilleurs guerriers d'Europe, féroces, dans des casques brillants. La terre a tremblé, et un miracle s'est produit. Les Parthes ont fui. La cavalerie légère de l'ennemi s'est dispersée. Publius, ivre de succès, a lancé ses hommes à la poursuite. Plus loin, dans la steppe, loin de son père mourant. Il pensait qu'il gagnait. Mais dès qu'ils ont disparu dans la poussière, le piège s'est refermé. La fuite a cessé instantanément. Les Parthes ont fait volte-face, et devant les Gaulois s'est dressé un mur. Les cataphractaires, les chars d'assaut de l'Antiquité. Des chevaux caparaçonnés d'écailles jusqu'aux sabots. Des cavaliers dans des armures si lourdes qu'on ne voyait même pas leurs yeux. Les Gaulois, avec leurs épées légères, se sont fracassés contre ce monolithe d'acier. C'était une scène d'héroïsme épique et d'impuissance. Les Gaulois sautaient de leurs chevaux, plongeaient sous le ventre des montures parthes, leur ouvrant les entrailles avec des couteaux. Ils saisissaient les lances de 4 mètres à main nue, essayant d'arracher les ennemis de leur selle. Les doigts étaient coupés, les bras brisés, mais ils ne lâchaient pas. Mais la bravoure ne peut pas vaincre l'acier. Ils ont tous été massacrés. Publius Crassus, blessé, la main transpercée, s'est retrouvé sur une colline de sable encerclée d'ennemis. La captivité, pour un aristocrate romain, c'est pire que la mort, une honte pour sa lignée. Il a pris la décision de quitter la vie par l'épée de son écuyer, un coup d'épée. Publius s'est affaissé sur le sable. La dernière chose qu'il a vue, c'est un Parthe qui sortait son couteau avec les raffairés pour lui couper la tête. Il saisissait les lances de 4 mètres à main nue, essayant d'arracher les ennemis de leur selle. Les doigts étaient coupés, les bras brisés, mais ils ne lâchaient pas. Mais la bravoure ne peut pas vaincre l'acier. Ils ont tous été massacrés. Publius Crassus, blessé, la main transpercée, s'est retrouvé sur une colline de sable encerclée d'ennemis. La captivité? Pour un aristocrate romain, c'est pire que la mort. Une honte pour sa lignée. Il a pris la décision de quitter la vie par l'épée de son écuyer. Un coup d'épée. Publius s'est affaissé sur le sable. La dernière chose qu'il a vue, c'est un Parthe qui sortait son couteau avec les raffairés pour lui couper la tête. Dans le camp principal, Crassus essayait de mentir aux soldats.
L'ennemi est brisé, Publius les poursuit. Mais l'horizon a de nouveau tremblé. Les Parthes sont revenus. Maintenant, ils avançaient lentement, dans un silence de tombe. Un cavalier s'est avancé devant la formation et a levé une longue lance. Sur la pointe était plantée une tête. Les traits jeunes et beaux de Publius étaient déformés par la mort. « Reconnaissez de qui est ce fils » a hurlé le Parthe, car il est impossible qu'un tel héros soit né d'un lâche tel que Crassus. Ce moment a tué Crassus. Pas physiquement, spirituellement. Le grand oligarque s'est dégonflé comme une outre percée. Il s'est couvert le visage avec sa toge et s'est affaissé sur le sol. Jusqu'au soir, les Parthes ont méthodiquement fusillé les Romains. Et la nuit, l'enfer est arrivé. Les commandants ont décidé de fuir, de tout abandonner. Abandonner le camp, abandonner les blessés. 4000 personnes, 4000 hommes qui le matin encore étaient l'élite de l'armée, gisaient avec les jambes brisées. Quand ils ont compris que l'armée partait et qu'on les laissait aux chacals, le camp s'est rempli d'un tel hurlement qu'il semblait que le désert lui-même frissonnait. Ils rampaient derrière leurs camarades, s'agrippaient à leurs manteaux, suppliaient « Ne nous laissez pas ». Les valides repoussaient les blessés à coups de botte. Dans cette obscurité, l'honneur romain est mort. C'était chacun pour soi. Crassus traînait au milieu de cette foule, voûté, soutenu par les bras comme un vieillard sénile. Dans le camp principal, Crassus essayait de mentir aux soldats. L'ennemi est brisé, Publius les poursuit. Mais l'horizon a de nouveau tremblé. Les Parthes sont revenus. Maintenant, ils avançaient lentement, dans un silence de tombe. Un cavalier s'est avancé devant la formation et a levé une longue lance. Sur la pointe était plantée une tête. Les traits jeunes et beaux de Publius étaient déformés par la mort. « Reconnaissez de qui est ce fils » a hurlé le Parthe, car il est impossible qu'un tel héros soit né d'un lâche tel que Crassus. Ce moment a tué Crassus, pas physiquement, spirituellement. Le grand oligarque s'est dégonflé comme une outre percée. Il s'est couvert le visage avec sa toge et s'est affaissé sur le sol. Jusqu'au soir, les Parthes ont méthodiquement fusillé les Romains. Et la nuit, l'enfer est arrivé. Les commandants ont décidé de fuir, de tout abandonner, abandonner le camp, abandonner les blessés. 4000 personnes, 4000 hommes qui, le matin encore, étaient l'élite de l'armée, gisaient avec les jambes brisées. Quand ils ont compris que l'armée partait et qu'on les laissait aux chacals, le camp s'est rempli d'un tel hurlement qu'il semblait que le désert lui-même frissonnait. Ils rampaient derrière leurs camarades, s'agrippaient à leurs manteaux, suppliaient « Ne nous laissez pas ». Les valides repoussaient les blessés à coups de botte. Dans cette obscurité, l'honneur romain est mort. C'était chacun pour soi. Crassus traînait au milieu de cette foule, voûté, soutenu par les bras comme un vieillard sénile. Le matin n'a pas apporté la fraîcheur, mais l'odeur du sang frais. Les Parthes sont entrés dans le camp et ont égorgé tous les blessés abandonnés. Des milliers de gorges, de façon routinière, comme du bétail. Ensuite, ils ont rattrapé les restes de l'armée. Crassus a été acculé sur une colline. Suréna, jouant comme un chat avec une souris, a proposé des négociations. « Descends, Crassus, le roi te pardonne. » Crassus savait que c'était un mensonge. Il voyait les yeux de Suréna. Il a refusé. Et c'est là que la trahison a eu lieu. Ses propres soldats ont commencé à frapper leurs boucliers avec leurs épées. « Tu nous as traînés ici pour mourir pour ton or !» criait-il dans son dos. « Et maintenant qu'on nous offre la vie, tu as la frousse. Descends ou on te cloue ici. » Ce ne sont pas les ennemis qui l'ont vaincu, ce sont les siens qui l'ont piétiné. La rencontre en bas s'est transformée en farce. Des moqueries, des bousculades, une tentative de mettre le vieillard de force sur un cheval. Une bagarre a éclaté. De la boue, de la poussière, des injures grossières. Dans cette mêlée, l'un des Parthes a simplement enfoncé son épée dans le flanc du grand triumvir. Crassus est tombé dans la poussière du chemin. Il n'y a pas eu de dernière parole, juste une mort sale dans une rixe. Le Parthe a sauté de cheval et lui a tranché la tête d'un seul coup. Mais les Parthes ne se sont pas arrêtés là. La mort ne suffisait pas. Il leur fallait un symbole. Ici même, dans le champ, au milieu des cadavres et des mouches, ils ont allumé un feu et apporté un creuset. Ils y ont jeté de l'or. Le matin n'a pas apporté la fraîcheur, mais l'odeur du sang frais. Les Parthes sont entrés dans le camp et ont égorgé tous les blessés abandonnés. Des milliers de gorges, de façon routinière, comme du bétail. Ensuite, ils ont rattrapé les restes de l'armée. Crassus a été acculé sur une colline.
Suréna, jouant comme un chat avec une souris, a proposé des négociations. « Descends, Crassus, le roi te pardonne !» Crassus savait que c'était un mensonge. Il voyait les yeux de Suréna. Il a refusé. Et c'est là que la trahison a eu lieu. Ses propres soldats ont commencé à frapper leurs boucliers avec leurs épées. « Tu nous as traînés ici pour mourir pour ton or !» criait-il dans son dos. « Et maintenant qu'on nous offre la vie, tu as la frousse ? Descends, ou on te cloue ici !» Ce ne sont pas les ennemis qui l'ont vaincu, ce sont les siens qui l'ont piétiné. La rencontre en bas s'est transformée en farce. Des moqueries, des bousculades, une tentative de mettre le vieillard de force sur un cheval. Une bagarre a éclaté, de la boue, de la poussière, des injures grossières. Dans cette mêlée, l'un des Parthes a simplement enfoncé son épée dans le flanc du grand triumvir. Crassus est tombé dans la poussière du chemin. Il n'y a pas eu de dernière parole, juste une mort sale dans une rixe. Le Parthe a sauté de cheval et lui a tranché la tête d'un seul coup. Mais les Parthes ne se sont pas arrêtés là. La mort ne suffisait pas, il leur fallait un symbole. Ici même, dans le champ, au milieu des cadavres et des mouches, ils ont allumé un feu et apporté un creuset. Ils y ont jeté de l'or. Le métal fondait, se transformant en un liquide lourd et ardent. Le commandant Parthe s'est approché du corps inerte et a versé l'or en fusion dans la bouche ouverte de la tête coupée. Tu as eu soif d'or durant ta vie, alors bois-en maintenant jusqu'à la lie. L'or s'est figé dans la gorge, scellant à jamais cette bouche insatiable. Plus tard, cette tête effrayante sera envoyée en Arménie pour être jetée aux pieds des rois lors de ce même festin par lequel nous avons commencé. Mais la véritable fin de cette histoire, son bilan comptable a été dressé ici. Dans le désert près de la ville de Kars, le taux de change a changé. Crassus a fait faillite et sa dette a été payée de la seule manière que l'histoire accepte, avec du sang et du métal en fusion. Le métal fondait, se transformant en un liquide lourd et ardent. Le commandant Parthe s'est approché du corps inerte et a versé l'or en fusion dans la bouche ouverte de la tête coupée. Tu as eu soif d'or durant ta vie, alors bois-en maintenant jusqu'à la lie. L'or s'est figé dans la gorge, scellant à jamais cette bouche insatiable. Plus tard, cette tête effrayante sera envoyée en Arménie pour être jetée aux pieds des rois lors de ce même festin par lequel nous avons commencé. Mais la véritable fin de cette histoire, son bilan comptable, a été dressé ici, dans le désert près de la ville de Kars. Le taux de change a changé, Crassus a fait faillite, et sa dette a été payée de la seule manière que l'histoire accepte, avec du sang et du métal en fusion.